Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette table ronde consacrée donc à un tout petit sujet, l'Occident face à son histoire, des Lumières au wokisme. Ça fait juste 3 siècles d'histoire intellectuelle et politique. Donc merci à Arnaud Benedetti pour cette attention particulière. D'autant que les termes Occident, Lumière, wokisme ne sont pas véritablement des termes d'une simplicité biblique, c'est moins qu'on puisse dire, et c'est le cas de le dire, et qu'il y a des débats infinis sur leur sens. Ce sont, comme on dit en sciences humaines, des concepts nomades. J'aime bien l'expression. Mais heureusement, nous avons, pour traiter ces difficultés et ce sujet, 3 experts, analystes, penseurs. Une 4e nous manque, c'est Bérénice Levé, qui a eu un problème familial sérieux et à qui je souhaite le meilleur. Alors de ce mal naît un léger bien, c'est que l'équilibre disciplinaire est devenu parfait. Nous avons un historien, une littéraire et un philosophe. Quoi rêver de mieux ? Moi-même, de temps en temps, je suis historien, donc je risque de renforcer le camp de Jean Garrigue, que je ne vous présente pas parce que tout le monde l'a vu, je pense, sur les écrans. Les universitaires le connaissent bien pour ses travaux d'histoire politique. C'est un passionné de la vie politique française. C'est un passionné en particulier du Parlement. Il a été longtemps le président du comité d'histoire parlementaire. Il est maintenant le président de la commission internationale d'histoire des assemblées, je ne me trompe pas. Bref, c'est vraiment l'homme qui pense le parlementarisme, mais qui pense aussi la République politique. Il a sorti plusieurs livres, notamment récemment sur les avocats de la République ou sur les grands discours de l'histoire de France. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à cet aspect des choses. Donc, vous voyez, Parlement et rhétorique politique, nous sommes au cœur de l'actualité, car, comme vous le savez, et le Parlement et la rhétorique politique en France se portent à merveille. En tout cas, c'est sans précédent, on peut le dire, je crois, Jean, depuis le début de la Ve République. Et donc, avant notre naissance, il faudrait revenir à la 4e et surtout à la 3e pour trouver une telle ébullition, avec peut-être un peu plus de qualité à l'époque. À ses côtés, j'allais dire non pas à ses côtés, mais sur l'autre partie de la table ronde, qui n'est pas ronde, est Emmanuel Hénin, professeur de littérature comparée à la Sorbonne, qui est très connu dans le milieu universitaire pour ses travaux sur la théorie de l'art et l'histoire de ces théories de l'art, notamment de l'art antique, et qui, depuis quelques années, s'est engagé dans un grand combat pour l'éthique universitaire, et notamment, nous en reparlerons à loisir, la question du wokisme. C'est Emmanuel Hénin qui a coordonné les 2 livres majeurs sur la question, les 2 livres d'universitaires collectifs sur la question, après la déconstruction, dans un premier temps, qui étaient les actes d'un colloque où j'ai eu l'honneur d'ailleurs de participer, et ensuite, le tout dernier, face à l'obscurantisme woke. Et peut-être avez-vous entendu parler d'une très grande polémique qu'il y a eu au moment de la parution de ce livre, parution retardée, reportée, annulée, rétablie, qui a fait en fait une excellente publicité pour le livre, en fait. Enfin, Pierre Valentin, qui est donc à l'extrême gauche de mon côté, essayiste et chroniqueur. Il est très connu, lui, pour justement son analyse du phénomène woke. Il a même commencé pour une institution qui m'est chère, à la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, par 2 petites brochures sur l'idéologie woke qui ont été les plus grands succès des petites notes de la Fondapol. Et il a persévéré avec son livre sur comprendre la révolution woke. Et il est devenu un interlocuteur majeur. Vous avez certainement dû le voir aussi à la télévision, où il affronte, je crois que récemment il l'a fait sur France 5, il affronte une meute wokiste avec un calme impressionnant. Je le salue aussi parce qu'il vient de créer un média que je vous recommande, qu'on trouve sur YouTube, qui s'appelle Transmission, qui est un beau sujet, c'est-à-dire la transmission du savoir, de la réflexion, d'une génération à l'autre, et il s'oppose par cela à une fracture qui devient croissante en France et fort inquiétante, qui est la fracture générationnelle. Une fracture de plus, vous allez me dire, dans un pays qui n'en manque pas.
Voilà donc, vous le voyez, une belle table ronde qui s'annonce grâce à ses participants. Et je voulais commencer par un peu la problématiser, peut-être un peu la limiter. L'idée générale, c'est quoi? Ce qu'on entend partout, c'est que l'Occident des Lumières, depuis les Lumières, était un Occident dominateur, confiant en lui-même. Un Occident qui, en effet, par la colonisation, par la technique, par la révolution industrielle, dominait le monde. Et puis, 2 siècles, 3 siècles plus tard, nous avons un Occident contesté, critiqué, attaqué sur le plan géopolitique. On est en plein là-dedans, dans ces 2 jours de rencontre. Et aussi, surtout, culpabilisé, avec une culpabilité qui lui vient souvent de même de l'intérieur. L'idée que les Occidentaux ne s'aiment plus eux-mêmes. Alors, c'est un peu ce narratif dominant, et je voudrais d'abord vous interroger, est-ce que cela vous paraît être une approximation valable pour commencer les débats? J'interroge tout de suite Emmanuel Hénin sur cette question, en faisant une petite référence à ce livre, petit livre rouge de notre modernité, qui s'appelle L'orientalisme d'Edouard Saïd, qui est la Bible des sciences humaines, non seulement en France, mais en Occident, et qui montre à quel point l'Occident a fabriqué un Orient fantasmatique et un Orient que l'Occident, justement, cherchait par tous les moyens à dominer. Alors oui, merci Emmanuel. beaucoup. Donc, ce livre d'Edouard Saïd a eu un impact extraordinaire. Il est paru en 1978, donc Edouard Saïd est palestinien. Il a vécu entre guillemets exil en Angleterre et aux États-Unis. En réalité, il s'est fait passer pour un pauvre exilé alors que son père était extrêmement riche et l'a envoyé faire les meilleures études sur les campus anglais et américains. Et donc, en réalité, ce livre est une véritable charge contre l'Occident. Alors, ce qu'a fait Edouard Saïd, c'est qu'il a un petit peu repris toutes les critiques tiers-mondistes et qui avaient cours, notamment depuis la guerre du Vietnam aux États-Unis, mais il les a relus sous un autre prisme, qui est le prisme de la déconstruction, le prisme de Michel Foucault. En effet, il reprend cette thèse que tout savoir est pouvoir. Et donc, ce qu'il fait dans l'occidentalisme, c'est mettre en accusation l'Occident depuis le XVIIIe siècle, d'ailleurs non sans faire l'impasse sur tout ce qui précède, mais bon, c'est un des défauts qu'on lui est nombreux du livre, et dire que finalement, les politiques, les administrateurs, les artistes, les écrivains, les chercheurs, tous ceux qui ont travaillé sur l'Orient, en donnant à ce terme le sens le plus vaste, que ce soit la Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, etc., l'Afrique, tous ceux qui ont travaillé sur l'Orient l'ont fait dans une intention de domination. Donc tout savoir était habité par cette intention de domination. Ou s'ils ne l'ont pas fait, en tout cas, ils ont préparé le terrain. C'est-à-dire qu'en étant cette fascination pour l'Orient a finalement donné envie aux autres de le conquérir. Donc pour Saïd, il n'y a pas de savoir désintéressé. Ça n'existe pas, le savoir désintéressé. Je vais vous lire juste une petite phrase pour mesurer la chose. Comment la philologie, la lexicographie, l'histoire, la biologie, les théories politiques et économiques, la composition de romans, de poésie lyrique, ont-elles servi à la conception du monde carrément impérialiste de l'orientalisme? Et il fait remonter, alors certes, parmi ces confusions, il met sur le même plan la colonisation. D'ailleurs, tout est colonisation, aussi bien, toute la domination, notamment franco-anglaise, sur le Moyen-Orient, à partir du 18-19e surtout. Et puis, là, l'impérialisme américain, avec en filigrane, bien sûr, la question d'Israël, puisque 1 an après, il donnera son 2e livre, La question de la palestinienne. Et c'est Saïd qui est à la base des études qu'on appelle postcoloniales ou décoloniales, dont un des credos, c'est de faire du palestinien la figure de l'opprimé par la colonisation. Voilà. Alors je voudrais peut-être donner juste, pendant que j'ai un exemple qui me semble très parlant, et puis après, bien sûr, je laisserai la parole, c'est l'exemple des Perses d'Échille. Puisque pour Échille, donc, pour Saïd, toute personne qui travaille sur l'Orient, tout poète, tout écrivain, est nécessairement, en parle avec condescendance et domination. Il arrive à dire que Échille, dans les Perses, c'est une tragédie qui a été représentée en 472 avant Jésus-Christ, qui porte sur la bataille de Salamine, donc, qui s'était passée en 480. La bataille de Salamine, c'est
une catastrophe pour les Perses et une grande victoire athénienne. C'est la première grande victoire navale athénienne. Et que fait Échille? Il fait parler l'ennemi, c'est-à-dire il fait parler les Perses. D'abord la mère de Xerxès, et ensuite Xerxès lui-même, qui apprend la catastrophe navale. Et donc toute la pièce est une lamentation des Perses. Or, moi j'avais toujours appris dans mes études que c'était assez extraordinaire cette capacité de se mettre à la place de l'autre. De ne pas, c'est pas une pièce triomphaliste, on a gagné, mais au contraire, qui donne la parole au vaincu, qui essaye d'imaginer ce qu'ont pu ressentir les Perses. Or, que dit Saïd à propos de cette pièce? Eh bien, c'est mal parce que c'est l'Europe qui articule l'Orient et qu'il fait parler l'Orient. Il n'a pas le droit, en fait, c'est l'appropriation culturelle avant la lettre. Il dit, par exemple, qu'il utilise la mollesse orientale pour la soumettre à un examen, parfois sympathique, mais toujours dominateur. Donc, finalement, on ne peut pas regarder l'Orient sans vouloir le dominer. Oui, merci. D'ailleurs, c'est une idée qui est importante pour cette cité des débats, c'est que c'est chez Saïd qu'on trouve cette idée qu'Israël est un appendice colonial, que c'est la prolongation de la colonisation occidentale au Moyen-Orient, thème qui, je pense, vous le savez tous, est appelé à avoir une énorme fortune dans les décennies qui suivent, et notamment aujourd'hui. Alors, Jean Garrigue, en tant qu'historien, est-ce que Saïd a joué un rôle important pour la lecture de l'histoire? Quel est votre commentaire sur cette affaire? Je vais tout de suite, pas pour moi, pas du tout. Je me suis toujours méfié de ceux qui philosophent sur l'histoire. Et je ne dis pas ça pour mon collègue philosophe, parce qu'on peut philosopher à propos de l'histoire. Mais ceux qui essaient d'encadrer l'étude de l'histoire, les études historiques, dans une sorte d'essentialisation, de cadre superficiel ou de cadre idéologique, se trompent. Et avec les ouvrages d'Edouard Saïd, on a quelque chose qui est surréaliste pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire et qui l'a conduit comme un artisan, qui va au plus près des sources et qui essaie d'en montrer la complexité, toutes les facettes, si vous voulez. Prenons l'exemple de la colonisation française. Pensez-vous que les Jules Ferry, les Gambetta, qui étaient des démocrates, qui ont essayé de créer, de recréer en France un espace démocratique, une démocratie libérale et parlementaire, qui est un peu le socle, d'ailleurs, de notre démocratie d'aujourd'hui, pensez-vous qu'ils avaient, que la colonisation, pour eux, était simplement une manière de dominer ces peuples qu'ils considéraient, certes, comme à développer, qu'ils considéraient comme, oui, inférieurs sur le plan des structures politiques et de la manière de concevoir la civilisation. Mais pensez-vous que leur intention était uniquement de les dominer et qu'ils en avaient une vision méprisante ou caricaturale? C'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous regardez leurs écrits, si vous regardez leurs correspondances, si vous comprenez quelles étaient leurs motivations, vous vous apercevez qu'en réalité, ce qu'était cette colonisation, parce que c'est une grande phase de colonisation, les débuts de la Troisième République, pour Gambetta la Tunisie, pour Jules Ferry le Tonkin, par exemple, ces hommes-là veulent en fait prolonger ce qu'était le rêve des révolutionnaires de la grande nation qui voulaient propager la démocratie dans toute l'Europe. Alors les résultats ont été inégaux, on le sait, et ça a donné ensuite l'Empire. Mais ce que voulaient les Gambetta, les Ferry et les autres, c'était justement amener dans ces peuples d'outre-mer, dans ces autres civilisations, les bienfaits de ce qu'avait été, de ce qu'était la démocratie. Alors c'est vrai, c'était une manière de surimposer un modèle qui peut-être ne convenait pas à ces sociétés. Et encore là-dessus, j'ai beaucoup de doutes parce que, incontestablement, là encore, si vous étudiez la colonisation de manière artisanale, de manière précise, vous apercevez que oui, au scandale, il y a eu des bienfaits de la colonisation, que ça n'est pas un gros mot que de dire qu'il y a eu des bienfaits de la colonisation, des routes, des ports, des écoles, des hôpitaux que l'on doit à la colonisation. Et parfois l'abolition de l'esclavage. Et parfois l'abolition de l'esclavage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que réduire l'intention de colonisation à cette instance de domination, et effectivement, avec tout ce que ça va amener ensuite, de ce qu'on appelle le postcolonialisme, etc., et cette repentance coloniale qui nous hante et qui fragilise nos sociétés, c'est plus que les fragiliser,
qui détruit peu à peu nos sociétés, qui détruit ce que nous appelons l'universalisme républicain, auquel personnellement je tiens beaucoup, eh bien, ne pas comprendre ce qu'étaient véritablement les motivations de ces hommes, le regarder très précisément. Et je parle pour les Français, on pourrait prendre le modèle britannique, le modèle portugais, etc., etc. On verrait qu'on est très loin de la simplification, de l'essentialisation dont parle un Édouard Saïd, et qu'au contraire, ce qui est très intéressant, c'est de montrer à l'intérieur de cette entreprise que l'on pourrait considérer comme une entreprise de domination qui est le fait colonial, d'y déceler précisément tout ce qu'il y avait d'ambitieux, tout ce qu'il y avait d'idéal dans ce mouvement, dans ce combat. Et donc, moi, je réfute totalement la pensée, les écrits d'Édouard Saïd et de tous ceux qu'il a influencés ensuite, et qui sont très nombreux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais la culpabilité, la responsabilité des enseignants, des universitaires, depuis des décennies, et notamment des enseignants d'histoire, ce que je connais le moins mal, dans ce qui est aujourd'hui la désagrégation absolue de ce qui est notre idéal, au fond, notre idéal de citoyen républicain, cette responsabilité est énorme. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Je pense que c'est quelque chose qui est central aujourd'hui dans les interrogations de notre société. Oui, c'est assez important. D'un point de vue méthodologique, ce qui est très intéressant dans le livre de Saïd, c'est qu'il commet absolument toutes les erreurs de la méthode historique. C'est-à-dire qu'un historien qui a une licence d'histoire ne peut pas lire le livre sans hurler à tout moment, parce qu'il fait tout le contraire de ce qu'on apprend quand on est étudiant en histoire. Et à propos de cette essentialisation, pour vous en donner une petite idée, donc Saïd reproche aux Occidentaux, vous l'avez compris, d'essentialiser et de caricaturer les Orientaux. Et voilà ce que lui écrit. Il est donc exact que tout Européen, dans ce qu'il pouvait dire sur l'Orient, était pour cette raison raciste, impérialiste et presque totalement ethnocentriste. Alors, comme essentialisation, c'est pas mal. Pierre Valentin, justement, on a montré un peu que le père ou le grand-père du wokisme, ne sous-estimez pas, on a commencé par lui, parce que je peux vous dire que dans des grandes institutions françaises, dont celle dont je viens, Sciences Po, Saïd, c'est la Bible. Hein, il faut le savoir. Pierre Valentin, est-ce que on peut définir ce fameux wokisme dont Édouard Saïd serait le père spirituel? Bonsoir à tous. Il me semble que oui. La définition que je proposais dans mon ouvrage, c'était de dire que c'était une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination qui ont pour but de minorer, d'inférioriser la figure de l'autre avec un grand A, donc la figure de la minorité, sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles comme la langue. Et le woke, donc l'éveillé en mauvais anglais en l'occurrence, a pour mission dans la vie d'aller conscientiser ceux qui sont encore endormis vis-à-vis de cette réalité structurelle, néfaste, systémique, cachée, qui sont ces systèmes de pouvoir qui opprimeraient la société. Et ça me permettra de faire le lien avec la question de la culpabilité, qui est que la culpabilité est l'essence du wokisme dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois son fondement et ce qui fait avancer le moteur en quelque sorte. Les nations, notamment au sortir, ou plutôt quelques décennies après la Seconde Guerre mondiale, qui n'en sont pas ressorties avec un sentiment de culpabilité, sont celles sur lesquelles le wokisme n'a pas eu de prise. Les pays d'Europe de l'Est, ils n'ont pas un sentiment de culpabilité comparable aux pays, et plus particulièrement d'ailleurs aux pays qu'on pourrait qualifier d'anglo-protestants, donc États-Unis, Canada, Royaume-Uni notamment, et on voit une différence de réception très claire du wokisme entre ces pays. Et je lisais notamment, pour préparer cet ouvrage, Robin DiAngelo, qui est une des figures du wokisme américain les plus influentes, et qui, après avoir fait un ouvrage pour traiter les blancs de racistes, et là je ne caricature pas, c'est vraiment le fond du propos, dans l'ouvrage d'après, elle a décidé d'être plus précise et de traiter les progressistes blancs de racistes en disant qu'ils étaient particulièrement racistes, mais sans le savoir. Le titre de l'ouvrage s'intitulait Nice Racism, donc le racisme gentil qu'elle leur impute. Et la faiblesse argumentative de l'ouvrage m'avait frappé parce qu'elle fait une longue liste de tirets, de bullet points, en annonçant « sera raciste désormais 2 points ». Et là, elle fait une liste dans laquelle on trouve
le fait de s'émerveiller des cheveux d'une personne noire, le fait de lui sourire également, en tant que personne blanche, ça masque un racisme latent. Et désormais sera antiraciste, 2 points, et une liste similaire. Et elle précise, attention, participer à un séminaire antiraciste, même avec enthousiasme, n'est pas suffisant pour faire de vous un antiraciste, etc. Et en lisant ça, je trouvais que ça ressemblait plus à la dirigeante d'une secte qu'une sociologue. Et je me suis dit, bon, il faut avoir une analyse au-dessus ou en dessous du discours, parce que le discours n'est manifestement pas très intéressant. À qui s'adresse cet ouvrage ? Et fondamentalement, il s'adresse à des gens culpabilisés qui ont soif de découvrir des nouvelles façons dont ils sont coupables ou racistes sans le savoir. Et je pense que c'est là où on a vraiment la clé de la chose. Et un dernier point sur la culpabilité. Et j'ai eu l'occasion de débattre à de très nombreuses reprises avec des gens qui adhèrent à cette idéologie, notamment sur les plateaux. Et très souvent, lorsque vous parlez d'un fait divers ou de quelque chose qui a lieu aujourd'hui, ils commencent leur intervention par une espèce de Saïd accéléré, où ils refont l'histoire de l'Occident très rapidement. Et je pense que ça a une fonction stratégique, parce qu'on s'adresse là à des stratèges plus qu'à des théoriciens, qui est de faire monter la jauge de culpabilité à la fois dans son contradicteur physique, histoire de l'affaiblir dans sa confiance en lui-même et de faire monter la culpabilité et de l'aplatir un petit peu rhétoriquement. Et également de faire monter la jauge de culpabilité dans les auditeurs, chez ceux qui écoutent, histoire de faciliter ensuite l'adhésion à ces théories woke. Donc je pense en effet que la question de la culpabilité est la grille de lecture principale qui permet de distinguer les pays sensibles ou pas à l'idéologie woke. La culpabilité a du bon. Un peu de culpabilité, c'est ce qui permet d'éviter plein de dérives. Mais une addiction à la culpabilité, ça rend malade et très rapidement. Alors justement, et cet exemple de l'Europe de l'Est, c'est très intéressant. Moi, je le rappelle souvent parce que ces pays n'ont pas été colonisateurs, mais colonisés. Et ça, on l'oublie toujours quand on parle de l'Europe, c'est qu'il y a une Europe qui a été colonisée d'abord par les Turcs et ensuite par les Russes. Et ça change évidemment complètement les données du problème. On l'oublie très souvent en France, de savoir que la Hongrie, c'est quelque chose d'un peu particulier dans son passé. Mais cette culpabilité, alors, d'où vient-elle, Pierre ? D'où vient-elle, cette culpabilité ? Pourquoi est-elle si forte, finalement ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un phénomène assez clairement occidental, pour commencer. Je pense que ça se joue dans le rapport à la figure de l'autre et du différent. Dans un monde pré-chrétien, pour faire rapidement, l'inférieur hiérarchique et le différent n'a pas de dignité intrinsèque. C'est-à-dire que l'idée un peu folle selon laquelle l'esclave et l'empereur seraient jugés à égalité dans l'au-delà, c'est une révolution absolument improbable quand elle a lieu. L'idée qu'un dieu puisse se faire enfant, complètement inconcevable. Bon, et donc ça, c'est une part de la réponse, mais ce qui a lieu après, c'est que on sort du monde chrétien et on traverse ce que Chesterton, évidemment, avait appelé les vertus chrétiennes devenues folles. Et là, on n'a plus, dans la parabole de la brebis égarée, l'idée qu'on va aller chercher la brebis égarée, que le chef du troupeau va abandonner toute la communauté, ce qui est là aussi une idée qui paraît folle. Dans le raisonnement du tableur Excel, ça ne se tient pas. On a 99 brebis ici, on en a une là-bas, et on va partir chercher celle qui est perdue. Bon, dans la version chrétienne, on la ramène dans le troupeau. Dans la version post-chrétienne, on va vous dire, mais qui êtes-vous pour dire que la brebis est égarée ? Après tout, ne sommes-nous pas tous des brebis égarées ? Et d'ailleurs, et c'est là où on voit qu'entre brebis, agneau de Dieu et bouc émissaire, on est tous dans le même champ lexical. C'est probablement cette brebis égarée qui a empoisonné le puits et c'est à cause d'elle qu'on a des mauvaises récoltes depuis 10 ans et on va aller lui faire la peau. Donc le mécanisme du bouc émissaire tel que Girard le décrivait évidemment. Et donc dans ce passage du christianisme au post-christianisme, on dissout la norme pour sauver l'exception. Eh bien quelque chose change fondamentalement et on se met à écrire, notamment dans les courants postmodernes et dans une moindre mesure psychanalytique dans les années 70, 60, 80, la figure de l'autre avec un A majuscule. Et passé un certain stade, on sort d'une simple ouverture d'esprit vis-à-vis de la figure du différent, et ça devient un éloge de tout ce qui a le formidable avantage de ne pas être nous. Et quand on bascule là-dedans, on est obligé d'écrire ce que Roger Scruton a appelé la première personne du pluriel, donc le nous, le collectif, avec un N minuscule, et l'autre avec un A majuscule, et on rentre là dans une haine de soi où tout ce qui ne nous ressemble pas est formidable par définition. Et Saïd a évidemment contribué très largement à cette dynamique.
Et à partir du moment où on est là-dedans, c'est un engrenage et une addiction, comme je le disais. Et un dernier point là-dessus, j'insiste à nouveau sur la distinction entre les pays historiquement latins catholiques et les pays historiquement protestants qui n'ont pas manifestement les mêmes forces de résistance face au wokisme. Pourquoi ? J'avais interrogé là-dessus un spécialiste de la religion aux États-Unis qui s'appelle Joseph Bottom et qui avait analysé la structure protestante, disons, dans le rapport au péché. Le protestantisme est plus individualiste historiquement que le catholicisme. Et on mise de ce point de vue-là plus sur l'individu pour s'auto-gérer, s'auto-contrôler d'un point de vue moral parce qu'il n'y aura pas la communauté pour le tenir. Et donc le rôle de la conscience individuelle et notamment de la conscience pécheresse, disons coupable, devient plus important. Mais tant que vous avez encore des protestants cultuels qui croient encore à l'existence du Christ, il existe dans leur esprit une forme de rédemption et un salut et un rachat. Sauf que quand vous passez d'un protestantisme cultuel à un protestantisme strictement culturel, et donc vous perdez entre guillemets la figure du Christ en route, eh bien, nous dit Bottom, il ne vous reste plus que le privilège blanc et le racisme systémique quand la mère se retire, et vous n'avez plus que la culpabilité sans rédemption, et ça fait d'ailleurs le lien avec le fait que personne qui a présenté des excuses lors d'une annulation de la cancel culture woke n'a jamais été réhabilité. Le pardon n'existe plus dans ce schéma-là, c'est une condamnation sans pardon, et à l'inverse, vertu chrétienne devenue folle, une mansuétude folle pour les ennemis de l'Occident au sens large. C'est vrai, encore qu'on peut. L'actualité montre qu'on peut être culpabilisé et condamné sans pardon, même dans un contexte catholique. Je voudrais rebondir là-dessus, on va y revenir sur cette origine, mais je voulais un petit mot de Jean Garrigue sur l'enseignement de l'histoire. Parce que, certes, les historiens sont encore libres quand même, mais l'enseignement lui-même, est-ce que vous pensez que dans l'enseignement de l'histoire en France, on peut dire que ce schéma dont vient de nous parler, que vient de décrire Pierre Valentin, à force de loi, notamment dans les manuels, dans les consignes. La culpabilisation, la déconstruction de tout ce qui a fait non seulement la République, mais avant même la nation, la déconstruction, elle est aujourd'hui le fil conducteur de l'enseignement, notamment de l'histoire. Ça me paraît une certitude. Je me souviens d'un des signaux qui m'avait alerté là-dessus, parce qu'il concernait un champ qui m'intéresse particulièrement. C'est un dictionnaire critique de la République. Il y a toujours le mot critique. Il y a toujours le mot critique, qui avait été publié en 2007. Vous voyez, on était avant la mode wokiste, mais on était déjà, en fait, dans ce déconstructivisme qui annonçait le wokisme. C'est un dictionnaire dirigé par d'éminents collègues, même d'anciens camarade de l'École normale supérieure, qui s'appelait Christophe Prochasson, éminent historien, jaurésien. Et dans ce dictionnaire, vous trouviez une sorte d'entreprise systématique de démolition de ce qu'avaient été les grands principes, les valeurs, les actions, les créations de la Troisième République, les idées qui sous-tendaient l'idéal républicain. Et par exemple, vous aviez un article d'une des plus grandes historiennes et des plus reconnues aujourd'hui, qui s'appelle Michèle Perrault, grande historienne du genre et du féminisme, on pourra en parler de l'histoire du genre. Et l'article de Michèle Perrault portait sur les camps qui avaient été, que la République, au cours de son histoire, avait été amenée à créer pour rassembler, contenir des populations. Et elle faisait une sorte de continuité historique entre les camps de concentration du régime hitlérien et les camps de réfugiés au QTF et autres que la République a pu générer. Et là, vous voyez, dans une telle distorsion de la réalité, dans une telle distorsion de l'histoire, vous voyez cette intention plus ou moins consciente, plus ou moins implicite, de déconstruire quelque chose dont on nie véritablement les apports parce que, et là on en vient aux explications, on ne peut pas détacher l'explication, en tout cas l'essor du déconstructivisme et
et partant du wokisme, de l'évolution historique de nos sociétés, notamment de la société française et notamment de la gauche française. Il faut dire les choses comme elles sont. La gauche française s'est construite beaucoup, à partir, dès les années 30 d'ailleurs, autour de la question de la décolonisation, de l'encouragement au nationalisme d'outre-mer et de l'empire colonial français. Et cette confraternité, cette consanguinité entre la gauche française et la décolonisation les a amenés forcément, à un moment donné, à être partie prenante, et je dirais moteur, dans cette idée de la repentance coloniale. Et de penser finalement la société française comme le fruit, comme ce qui devait être la réalisation de cette repentance coloniale. Et vous en trouvez de facto tous les échos, précisément dans l'enseignement universitaire, dans les manuels, n'en parlons pas, où il est devenu évidemment tabou de mettre en exergue, comme le faisaient les républicains du XIXe siècle, les héros de notre histoire, y compris les héros pré-républicains de notre histoire, Michelet, Jeanne d'Arc et les autres, qui étaient à ce moment-là des symboles de ce que la France avait fait de grand. En fait, tout ce que la France a pu faire de grand n'entre pas dans le schéma de la repentance de la gauche et des enseignants qui souvent en sont issus, il faut bien le reconnaître. Et donc, ce schéma-là, si vous voulez, cette manière de penser, vous la trouvez dans l'enseignement, alors à tous les niveaux d'ailleurs, parce que ça commence à l'école primaire et ça se poursuit dans l'enseignement universitaire. Et alors ça donne par exemple, j'ai regardé des statistiques des thèses soutenues depuis 1990 en histoire. Et vous trouvez par exemple que depuis 1990, il y a eu quelque chose comme 11 000 thèses qui ont été soutenues sur l'histoire du genre. C'est très bien, a priori, de s'occuper de l'histoire du genre, mais quand vous voyez qu'en comparaison, vous n'avez qu'à peu près 600 thèses, 600 contre 11 000, qui ont été soutenues sur l'histoire de la Ve République. C'est quand même important, la Ve République. Enfin, c'est le régime dans lequel nous vivons, c'est nos institutions, nos hommes politiques, nos valeurs, nos actions. 600 contre 11 000. Vous en avez à peu près 2000 sur la décolonisation. 2000 sur la décolonisation et seulement 50 ou 80 sur l'histoire de la résistance française. La résistance française, pardon, c'est quand même quelque chose d'important qui a généré des héros, qui a généré des valeurs, qui a généré un modèle politique qui est la démocratie sociale, l'État-providence. Donc vous voyez, cette distorsion-là, elle vous indique à quel point il y a quelque chose, comme disait l'autre, quelque chose de pourri dans cet enseignement de l'histoire. Et quand vous êtes comme moi, vous êtes un vieux routier de cet enseignement, vous avez fréquenté les lieux d'élite, comme Christophe, vous vous rendez compte à quel point ces enseignements ont perverti les esprits de nos futures élites, qu'elles viennent de l'université ou des grandes écoles, et que cette perversion-là, aujourd'hui, porte tous ses fruits. Et c'est donc quelque chose de très grave. Alors, deux illustrations, là-bas, en complément de ce que vient de dire Jean Garrigue. Cherchez une rubrique sur Jeanne d'Arc dans l'histoire mondiale de la France, le livre qui est fait, et vous verrez curieusement, il n'y a plus de Jeanne d'Arc. Et puis cherchez dans les manuels de collège de vos enfants ou de vos petits-enfants actuels le chapitre sur colonisation et esclavage, et vous verrez qu'il n'y a d'esclavage qu'occidental. Il n'y a aucun autre esclavage. Juste rebondir, mais 2 secondes. Vous vous souvenez de la grande querelle qui avait eu lieu il y a une vingtaine d'années aussi autour du livre d'Olivier Pétré-Grenouillot, grand spécialiste de l'histoire de l'esclavage, et qui avait eu le malheur de montrer, statistiques en main, et en s'inspirant aussi de toute la recherche anglo-saxonne, que les plus grands flux d'esclavage étaient des flux intra-africains ou entre le monde arabe et le monde africain. Que n'avait-il pas dit? Et il a été attaqué avec virulence par un certain nombre d'associations et par Madame Taubira. Il y a même eu un procès, enfin un début de procès. Un début de procès, et par Madame Taubira, qui avait fait une loi justement contre l'esclavage, dans laquelle elle oubliait tout ce qui n'était pas la traite européenne, la traite négrière venue d'Europe, en disant non, ne stigmatisons pas les populations qui se sont livrées hors Europe
à cette traite négrière et à l'esclavage. Il y a là quand même un tout petit problème d'honnêteté intellectuelle. Oui, de sélectivité. Emmanuel Hénin, est-ce qu'on constate la même chose en histoire littéraire? C'est-à-dire cette nouvelle doxa. Ah oui, alors il y a beaucoup d'exemples. Moi, je prendrais en gros l'attitude par rapport aux écrivains du passé. C'est de leur appliquer complètement les lunettes de notre temps. Il y a un présentisme et un anachronisme fondamental. Et deux attitudes possibles, soit on condamne, soit on absorbe. Alors, je m'explique. Il faut soit dire que Shakespeare est raciste et sexiste, il faut soit montrer qu'il est queer. Alors, quelques exemples. Queer, il faut expliquer quand même, parce que... Oui, non, mais quelques exemples. Alors, il faut savoir que l'université Emmanuel, une définition de queer, c'est pas ça. Bon, par définition, on n'a pas, puisque c'est le fait de ne pas être défini. Voilà. C'est notamment que tout est labile, tout est fluide, notamment le genre. Bon. Alors, l'université de Roehampton, en Angleterre, a alloué 950 000 € de crédit public à un projet de recherche qui vise à montrer que... qui vise, alors je cite, à recentrer la lecture théâtrale sur les communautés marginalisées dans la représentation parmi les pièces modernes. À savoir, Shakespeare est trop blanc. Alors, je vous cite, il est white, able-bodied, heterosexual, cisgender, etc. Donc, il faut l'effacer. Et d'ailleurs, le logo de ce projet de recherche, c'est un Shakespeare avec les yeux, avec un grand bandeau noir, un Shakespeare censuré. Et il faut aller chercher qui? John Lilly. John Lilly, qui, en 1558, avait donné une pièce Galatée, dans lequel on voit deux nymphes qui sont menacées de mort et donc qui se déguisent en hommes, mais elles tombent amoureuses l'une de l'autre. Elles pensent que c'est un homme amoureux d'un homme. En réalité, c'est une femme amoureuse d'une femme, et à la fin, une déesse intervient, promet de changer l'une des deux en homme pour qu'elles puissent se marier. Sauf que, à la différence d'autres fables comme celle d'Iphicéiante où on voit le mariage, on ne sait pas si ce changement va avoir lieu. Donc c'est magnifique, c'est le queer, etc. Et ça a été représenté, cette pièce, en 2013 à Brighton, avec des féministes migrantes transgenres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idéal du théâtre élisabétain. C'est l'essence du théâtre élisabétain. Voilà. Et donc, on ne compte plus les projets qui s'appellent Queering Shakespeare, etc. Voilà. Et puis l'autre, donc soit on montre que Shakespeare est gender fluid avant la lettre, soit on le censure. Ce qui est contradictoire que je peux donner. Voilà, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Mais on ne fait jamais l'effort. Et je voulais parler aussi d'un auteur qui a eu un très grand rôle là-dedans. C'est un Polonais qui s'appelle Jan Kott, qui, en 1964, pour le 4e centenaire de la naissance de Shakespeare, a publié un livre qui a eu un écho extraordinaire. C'est un peu l'équivalent de Saïd dans les études shakespeariennes, qui s'appelle « Shakespeare, notre contemporain ». Et qu'est-ce qu'il montre, Jan Kott, finalement, que Shakespeare n'a d'intérêt que s'il reflète les totalitarismes modernes, finalement. Et donc, il joue systématiquement. Et de là vient d'ailleurs cette habitude qu'on a de jouer Shakespeare en habit nazi. En gros, c'est ça. Richard III est un nazi, tout le monde est un nazi. Et voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si je vais retrouver. Il dit que, certes, ça appauvrit Hamlet. Voilà. Ce sera toujours un Hamlet plus pauvre que celui de Shakespeare, mais il sera enrichi du fait d'être notre contemporain. Alors ça, il faudrait le montrer. Le seul fait qu'il soit contemporain l'enrichit. Et donc, certes, c'est très bien de se demander ce que Shakespeare nous dit aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout la logique. Shakespeare ne vaut que par ce qu'il a de commun avec nous. Il ne vaut que par ce qu'il nous permet, en tant qu'il nous permet de projeter nos fantasmes sur lui. Oui, ce qui est évident, ce qu'on appelle l'anachronisme. Alors, puisque vous avez la parole, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire quand même, on va parler un peu des Lumières, est-ce que ce wokisme est quand même quelque part dans la tradition occidentale? Est-ce que les Lumières, est-ce qu'on peut les opposer, d'un côté l'universalisme, de l'autre l'identitarisme, ou est-ce qu'il y a quand même, c'est un peu plus subtil que ça? Alors on peut dire que par certains côtés, le wokisme est fils des Lumières et par l'autre, fils des anti-Lumières. Alors je m'explique. Il est en un sens un peu étrange, fils des Lumières. Je sais que ça fera hurler un certain nombre de mes collègues, mais je l'assume. Parce on est là pour ça, on est là pour ça. On voit tout à fait réapparaître le mythe de l'homme nouveau et le mythe de la régénération. Si on lit, par exemple, L'homme régénéré de Mona Ozouf, et puis si on lit tous les discours des révolutionnaires, Saint-Just, Robespierre, à quoi est-ce qu'ils aspirent? À recréer un homme nouveau. C'est la tabula rasa. Et donc, il s'approprie, en fait, il laïcise le discours de Saint Paul, sur l'homme nouveau, le vieil homme, vous avez dépouillé le vieil homme et vous êtes rené à une vie nouvelle. Vous renaissez à une vie nouvelle.
Et c'est ce qu'on veut faire, tout le projet pédagogique de la Révolution, mais qui est étendu à tout, aux musées, à toutes les institutions. On va fonder des musées, des écoles, toute une nouvelle, de nouveaux symboles pour fonder un nouvel homme à partir de rien. Et en commençant d'ailleurs par éliminer les ennemis du peuple. Comme le dit Robespierre, neutraliser la race impure des ennemis du peuple. Et à partir de là, on démarre de zéro. Or, il me semble qu'il y a une curieuse, bon, sans même parler de la guillotine qui était installée place de la Bastille le 18 septembre, avec un certain nombre de noms de personnalités. 2025. Voilà, 2025. Le 18 septembre 2025, il y avait une guillotine avec un certain nombre de noms. Vous regarderez la vidéo sur Facebook. Bon, donc il y a quand même aussi... On n'est jamais sorti, malheureusement, en France, de ce schéma révolutionnaire. Jamais. Mais en dehors de cela, il me semble qu'il y a une très curieuse filiation entre ce mythe de la régénération de l'homme nouveau et puis les utopies transgenres et transhumanistes. Bon, ça, c'est pour la filiation. Et puis, d'un autre côté, le wokisme est fils des anti-lumières. C'est-à-dire que les Lumières, s'identifiant au rationalisme, à l'universalisme, ont été violemment remises en question bien avant le XXe siècle, d'abord par le romantisme allemand. Les Allemands ayant d'ailleurs pas mal pâti de Napoléon et autres. Et il y a un livre passionnant de Yann Buruma qui s'appelle « L'occidentalisme » et qui montre tout ce que les islamistes doivent à ce mythe romantique, et notamment au pan-germanisme, au livre de Jünger, à tous les Allemands du 19e siècle, finalement, ils ont complètement récupéré ça. Et donc cette espèce de rêverie de dire, bon, l'Occident, c'est la froide rationalité, et nous, on est du côté de la vraie vie, des sentiments, de la passion, enfin de l'imagination, bref. Et surtout, nous, on récupère un sacré que les Occidentaux, que la Révolution a prétendu évacuer complètement. Et donc, c'est aussi le retour de la sacralité et qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les tensions entre les fondamentalismes et puis le laïcisme occidental. Oui, merci de parler de ce livre de Buruma qui s'appelle Occidentalism, c'est-à-dire l'inverse d'orientalisme, où il montre aussi le rôle très important de l'idéologie slavophile. Et si on veut comprendre le discours de Poutine, on est vraiment dans le thème géopolitique, on voit les sources dans ce qu'on appelle la slavophilie du début du 19e siècle, avec ce discours très anti-occidental à l'époque, anti-occidental, qui était tenu en Russie et que Poutine ne fait que reprendre, et même citant les auteurs slavophiles du 19e siècle. Mais alors, est-ce que je peux juste ajouter une toute petite chose, c'est qu'il montre que ce discours anti-occidental est d'abord créé par l'Occident. Exactement, c'est ça. Avant d'être russe. C'est pour ça que je posais la question sur ce paradoxe occidental. Alors justement, dans l'Occident, Pierre Valentin, wokisme français ou américain finalement? C'est une vaste question. Je dirais que... C'est la faute aux ricains, comme toujours, ou pas? Je dirais que ce qui est certain, c'est que des explications de type météorite, c'est-à-dire tout se passait très bien dans notre petit monde jusqu'à ce qu'une météorite, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinairement imprévisible, extérieur et radical, a tout bouleversé, mais sinon tout allait très bien. Bon, généralement, ce type d'explications, vu qu'elles sont trop pratiques pour ceux qui les énoncent, sont souvent fausses. C'est vrai d'ailleurs pour des élections perdues. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'un élément qu'on ne maîtrisait absolument pas est venu nous faire perdre. Et donc là-dessus, je trouve que le récit que s'est fait la gauche française de l'arrivée du wokisme ressemblait un peu trop à ça, pour être pleinement honnête. Je dirais que, pour être charitable, l'élément le plus distinct, outre le manichéisme à l'américaine, c'est que la grille de lecture raciale nous est un peu plus étrangère qu'aux États-Unis. Et un exemple qu'on peut donner pour aller dans ce sens-là, c'est un article publié par Pierre Bourdieu, coécrit avec Loïc Vacan en 1998, Les Russes de la raison impérialiste ou quelque chose comme ça, et qui explique qu'il ne faut pas universaliser une conception de la race faite par et pour les Américains, sachant que Bourdieu, par ailleurs, évidemment, était extraordinairement ouvert à des explications de type systémique péjorative, et donc lui, d'ailleurs, ses disciples sur le genre ont complètement suivi le wokisme là-dessus. Et donc on peut postuler, si on veut, une sorte de réticence française vis-à-vis de la question raciale plus grande que par rapport aux États-Unis. Néanmoins, d'abord sur la question raciale, j'ai été très marqué par la lecture d'un ouvrage du sociologue Paul Lyonnais qui s'intitule « Le voyage au centre du malaise français » ou « Au cœur du malaise français », je ne sais plus, et qui fait une sorte d'autopsie idéologique du mouvement SOS Racisme et qui utilise la formule néo-antiracisme et également antiracisme racialiste pour parler d'SOS Racisme. Et j'ai trouvé ça très amusant, parce que moi je n'étais pas né évidemment à cette époque-là, mais
en voyant ce qu'il disait, j'avais le sentiment de revivre le débat d'aujourd'hui où des gens disaient alors le wokisme c'est un néo-antiracisme, moi mon antiracisme c'était SOS Racisme, ça c'était vachement mieux. Et désormais, l'antiracisme est racialiste et voit les couleurs de peau. Nous, à l'époque, on était colorblind, cécité aux couleurs, universaliste, etc. Et Yonnet a exactement le même débat, dans le même sens, en parlant d'SOS antiracisme. Et là-dessus, il avait disons, des analyses que quelqu'un comme Christopher Caldwell faisait des États-Unis des années 60, en disant qu'on n'était pas en réalité dans une neutralité raciale, mais dans une dynamique déjà de re-racialisation négative des dominants, donc des blancs, qu'on allait considérer en tant que race, mais négative, et d'une re-racialisation positive des non-blancs, donc dans le contexte américain, des afro-américains, mais dans le contexte français, c'est plus souple, on dit les racisés aujourd'hui, et eux seraient re-racialisés positivement. Et Yonnet, là-dessus, a des citations que je voulais rapidement vous citer, que j'avais trouvées absolument lumineuses. Il explique que ce néo-antiracisme habilite la notion de race dans le dessein d'obtenir non plus une addition d'élévation individuelle au prix d'un délaissement sensible de la culture d'origine, mais une réhabilitation globale des groupes considérés. Nous nommons racialiste ce type de processus qui, loin de nier l'ethnie ou la communauté, réévalue en tant que tel des groupes considérés en tant que tels, considérés comme inférieurs ou dangereux pour affirmer leur égalité. Et il a une phrase proprement prophétique dans le même ouvrage où il dit « Sur la pente de l'antiracisme holistique, on atteint en théorie un point de neutralité proclamé entre tous les groupes, chacun étant réputé valoir chacun après la remise des compteurs à zéro, par compensation intellectuelle des faux handicaps initiaux. Or, ce point, qui est grosso modo celui où nous sommes, il écrit je crois en 93, est absolument stratégique car c'est un lieu de bifurcation où tout se décide pour demain. Il peut être en effet celui où les antagonismes se dissolvent peu à peu, comme celui où de futurs affrontements prennent racine. Entre rendre la fierté et cultiver la fierté, entre reconnaître sa culpabilité et en faire un principe de vie, il y a une marge que l'antiracisme racialiste a maintes fois franchie. Et je trouve que là-dessus, malheureusement, on ne l'a pas écouté et on a vu ce qui a eu lieu derrière. Et donc, pour répondre plus globalement à la question, je pense que à certains égards, le terme de wokisme a pu être un peu pratique dans une sorte d'explication météorite pour maintenir la fiction d'un mur infranchissable entre gauchisme culturel à l'ancienne, entre guillemets, et wokisme contemporain, pour séparer le boomerang de ceux qui l'avaient lancé et pour permettre aux aveugles de le rester. D'accord, mais dans ce cas-là, je voudrais aborder un peu le dernier thème de notre discussion. Est-ce que la France... Vous avez mentionné, Pierre, la question de notre réticence à la question raciale, et c'est exactement ce que disait Joséphine Baker, hein, finalement. Hein. Mais est-ce que les choses aujourd'hui sont trop avancées? Est-ce que la messe est dite? Est-ce que le modèle républicain qu'on oppose toujours au wokisme est suffisant? Est-ce que d'ailleurs tout le monde est d'accord sur la nature de ce modèle? Bref, est-ce que nous avons les ressources? Il faut quand même un petit message de résistance ou d'espoir, ou de résistance et d'espoir, ou d'espoir par la résistance, comme vous voudrez. Est-ce que vous pensez que nous avons encore des ressources? Jean Garry, commençons par vous sur cette question. La résistance existe, évidemment. Il a fallu une femme noire et juive, Rachel Kahn, pour mettre le doigt sur ces sortes de totalitarisme qu'est le wokisme. En réalité, cet intersectionnalisme qui oppose le mâle blanc de plus de 50 ans, riche, à la femme noire opprimée, etc. On voit bien que cet acte de résistance, qui a été le livre racisé de Rachel Kahn, il y en a beaucoup d'autres. Le combat que vous menez contre la pensée wokisme, le livre de Pierre Vermeuren, là-dessus, sur le plan universitaire, qui montre à quel point on est dans un effet de mode, opportuniste, tartuffe et totalitaire, parce que c'est une pensée totalitaire. Et c'est ça qui est très inquiétant, parce que nous sommes menacés aujourd'hui par plusieurs totalitarismes. Il y en a un qui est théocratique, et puis il y a ce totalitarisme woke qui s'infiltre, et qui s'infiltre, il faut le dire, par la gauche française.
je reviens là-dessus. On est quand même là dans un combat qui est un combat de nature politique. Il est porté par des courants politiques, par des partis politiques structurés qui le portent pour des raisons à la fois opportunistes, mais aussi pour des raisons historiques en fonction des idéologies qui les portent, et parce qu'ils ont perdu le soutien du monde ouvrier, du peuple en réalité, et qu'il faut rechercher une structuration, une conception de la société qui leur permette justement d'être ceux qui veulent régénérer l'homme nouveau de Robespierre et de Saint-Just. Donc, ça veut dire qu'il y a un combat politique à mener contre ces partis. Ça veut dire que l'élection, cette idéologie woke, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un combat à mener et qui est majeur sur le plan pédagogique, dans le monde de l'enseignement. Il y a un combat effectivement qui paraît, voilà, c'est Sisyphe, quoi. On est dans quelque chose qui paraît absolument infranchissable, mais j'ai l'impression que dans notre société, de plus en plus, la prise de conscience est en train de se faire de ces éléments qui nous désagrègent. C'est-à-dire qu'on voit bien, aboutissant à cette espèce de constat d'impuissance absolue du politique au sens large, de désengagement des partis, de méconnaissance de ce qu'est la citoyenneté, de désengagement du citoyen de sa citoyenneté, on voit bien qu'il manque une colonne vertébrale, qu'il manque une prophétie, qu'il manque une idée, qu'il manque un idéal. Et bien cet idéal, précisément, c'est l'anti-wokisme, en réalité. Cet idéal, c'est celui qui nie cette conception différentialiste et cette fracturation du social, et qui, au contraire, nous réunit dans une prophétie commune. Les hommes de la Troisième République, je ne veux pas être monomaniaque, parce que ils ont toujours eu mon admiration, mais ces hommes-là de la Troisième République sont portés par un idéal qui est un idéal de communauté sociale, un idéal qui repose sur un certain nombre de valeurs. On peut les juger simplistes ou archaïques aujourd'hui, mais en tout cas qui les porte et qui permet à l'époque de rassembler une France qui est extrêmement fracturée aussi, qui est fracturée politiquement, qui est fracturée de commune en commune. Les gens ne se connaissaient pas, les gens ne parlaient pas la même langue, ils parlaient des patois différents, ils avaient une vision très différente de la vie, et pourtant, ils ont su à ce moment-là, précisément, se régénérer dans une idée des valeurs qui venaient de la Révolution française, mais qui venaient de bien au-delà, des Lumières et du christianisme d'ailleurs, en réalité, qui était la base de tout cela. Donc, moi, il me semble qu'il faut mener ce combat. On ne peut pas l'abandonner, mais en se disant bien que le wokisme est notre adversaire. Je veux dire que cette pensée-là est une pensée qui nous désagrège, qui nous désunit, qui nous déstructure, qui nous empêche de rêver collectivement. Et c'est ça qui manque. On le sait bien, c'est ça qui manque à nos politiques qui sont des gestionnaires, à nos politiques qui ne savent plus nous faire rêver. Le dernier a peut-être été le général de Gaulle, on va dire, pour simplifier un petit peu les choses. Et donc, depuis et dans cette société-là, le combat contre le woking, je le répète, est un combat politique, mais aussi un combat pédagogique, mais un combat politique à mener. Et donc, il faut le prendre comme tel, c'est-à-dire comme un combat. Voilà ce que je veux dire. Alors, un combat, je voulais quand même préciser pour l'information du public que Jean Garrigue situe plutôt au centre-gauche, et dans sa critique de la gauche. Enfin, le centre-gauche aujourd'hui, pour les wokistes, ça fait partie de l'extrême droite, comme vous savez. C'est tout à fait juste. Voire du fascisme, disons-le carrément. Je suis de moins en Mais moins enfin, centre-gauche. donc Jean Garrigue est d'extrême droite, version centre-gauche. Sachez-le quand même. Pierre Valentin, est-ce que la République a des ressources? Est-ce que cette idée... Moi, je suis toujours un peu frustré devant cette idée, la République, et souvent d'ailleurs pour ne jamais dire la France, j'ai remarqué. Oui, c'est en effet souvent une sorte de substitut au mot France, alors que ça ne désigne pas la même chose.
Je dirais pour commencer que le fait que notre gauche ait été plus, disons, peut-être moins libérale ou plus républicaine, fait que, sur le plan philosophique, on s'entend, je pense que ces anticorps ont été quand même un petit peu plus robustes vis-à-vis du wokisme que l'ont été d'autres gauches, par exemple canadiennes. Là, c'est facile quand on se compare, on se console, hein. Mais néanmoins, ça n'a pas la même épaisseur, en effet, qu'une adhésion à une nation. Un régime a plus de mal, forcément, à attirer les foules. Si vous allez, par exemple, à des conférences, ça m'est arrivé sur la laïcité, je vous encourage à regarder la moyenne d'âge. C'est aussi des idoles qui sont datées, qui appartiennent aussi à une autre génération. Pour le meilleur et pour le pire, ma génération est plus libérale sur le rapport à la religion, moins anticléricale, et sur la notion d'universalisme républicain qui m'intéresse beaucoup. Je pense justement que la non-référence à la France est en soi significative de la conception qu'on a aujourd'hui de l'universalisme. Il y a cette phrase très connue de Deleuze que je voulais citer qui disait « Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi ». En lisant ça, je ne me sens pas particulièrement de gauche. Je pense que la conception bonne et tenable peut-être de l'universalisme, c'est celle qui fait le chemin inverse. C'est ce qu'on a appelé pendant longtemps d'ailleurs le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que je m'insère dans ma famille, qui s'insère dans son village, dans sa région, dans sa nation, et ensuite on monte. C'est parce que je suis père de filles que je peux comprendre, via l'amour que j'ai pour mes filles, l'amour qu'un père peut avoir pour ses filles en général. Mais je commence par le particulier, et ensuite je peux saisir l'universel. C'est pas le chemin inverse. Et je trouve que historiquement, en France notamment, il y a eu un rapport à la nation qui était de faire la nation un obstacle à l'universel, un obstacle mortel qu'il fallait enjamber, qu'il fallait éradiquer. À un niveau plus ancien d'ailleurs, c'était les régions et les départements qu'il fallait aplatir parce qu'il ne fallait plus rien entre l'individu et la nation. Et ensuite, on est encore passé à l'étage supérieur en ringardisant la nation pour avoir un face-à-face entre l'individu et le monde, l'universel, etc. Il va de soi qu'on va vers toujours plus d'abstraction. Et ça n'a pas donné le résultat escompté. C'est qu'on n'a pas eu une communauté mondiale d'individus libres et autonomes qui interagissaient gentiment avec l'universel. On a eu le tribalisme, c'est-à-dire qu'on a eu des tribus. Et je trouve que c'est assez significatif parce qu'on est passé d'une conception, disons, chrétienne, où c'était l'individu à travers le particulier qui atteignait l'universel, à on va faire l'individu qui atteint l'universel sans le particulier, et le résultat, ça a été le particulier sans l'universel. C'est-à-dire un identitarisme où on n'a que des tribus qui n'ont aucun rapport avec l'universel. Et un dernier mot là-dessus, sur je dirais les perspectives pour l'universalisme. Fondamentalement, l'universalisme est un jeu qui se pratique à deux. Si je suis universaliste et que vous êtes tribaliste, ça ne peut pas fonctionner. Et si l'universalisme mal compris va jusqu'à abolir les frontières, et donc d'accepter l'importation en masse de populations qui ne sont pas du tout, ou en tout cas par rapport à l'Occident, 1000 fois moins universalistes, eh bien à ce moment-là, un tel degré de tribalisme communautaire dans une nation fait que l'universalisme n'est même plus possible et vire quasiment à une sorte de masochisme en continuant à vouloir jouer à un jeu auquel plus personne ne participe. Et je pense que ça, c'est un vrai risque et que ça passe par une adhésion à une conception un peu plus épaisse, un peu plus incarnée, un peu plus enracinée du rapport à la nation et donc derrière du rapport à l'universel. Bon, alors, Emmanuel, un mot de conclusion avec peut-être un peu plus d'espoir. Alors, Jean nous invite, Zorval, il nous invite à la résistance parce que c'est un homme qui a beaucoup écrit sur la résistance, et Pierre nous invite à un universel incarné. Alors, je voudrais dire peut-être deux choses. D'abord, que l'école est la mère des batailles, qu'il faut juste qu'on ait un jour non seulement un bon ministre de l'Éducation nationale, qui ne change pas tous les 2 jours, mais que toute la machine suive ensuite, parce que voilà, c'est un mastodonte, et ce qui permettrait de lutter contre l'obscurantisme. Et si notre livre a été tellement mal perçu, c'est parce que finalement, il dénonce le fait que le wokisme prospère vraiment sur l'ignorance des gens. Et quand on a une députée qui défend la Palestine de la mer au Jourdain, mais qui sait ni où est la mer, ni où est le Jourdain, c'est problématique, par exemple. Et puis le deuxième exemple que je peux donner, c'est il faut mettre ce système absurde devant ses contradictions. Et je voudrais prendre une petite anecdote qui me paraît très révélatrice.
En Espagne, depuis 1 ou 2 ans, on peut se déclarer homme ou femme sur simple déclaration, sans même changer son prénom, sans rien changer d'autre. On va juste changer le mot M ou F sur la carte d'identité. Bon, parallèlement, comme l'armée espagnole a du mal à recruter puis qu'elle veut mettre en valeur les femmes, eh bien, les femmes sont mieux payées, elles ont une chambre individuelle, une salle de bain personnelle, etc. Résultat, il y a des petits malins qui ont été dire « Eh bien, je suis femme, et comme ça, je suis installée. » Et le pire du pire, c'est que sous ces gens qui étaient une trentaine à l'époque où l'article a été fait, eh bien, ces petits malins, ils sont poursuivis par les associations LGBT qui, par ailleurs, défendent l'autodétermination du genre. Et donc, ils se retrouvent à dire « Mais non, c'est des faux trans », alors même qu'ils ont dit qu'il suffisait de dire qu'on était trans pour l'être. Vous voyez ? Et donc, ce genre de truc, ça permet simplement de piéger tous ces imbéciles par leur propre système, qui est absurde. Ouais, la référence de boomer, là, il nous manque, je sais pas, Raymond DeVos ou Thierry Luron. Hein. Est-ce qu'on a le temps d'avoir des questions ? Je regarde Arnaud. Non ? Est-ce qu'on a un petit peu de temps ? 1 ou 2 questions. Madame. J'ai une mauvaise nouvelle pour mes collègues occidentaux sur l'Europe centrale et l'absence de wokisme. Je travaille sur cette question et j'observe avec effroi l'arrivée de wokisme académique via les États-Unis dans les universités. 2 exemples. Un livre qui a eu beaucoup d'écho en Pologne de Kacper Pobłocki, évidemment diplômé des universités américaines, qui s'appelle Les Gueux, ou les ploucs, traduction comme vous voulez, en tout cas en polonais ça veut dire ça, où il résume l'histoire de toute la nation polonaise comme l'histoire de haine de classe entre les seigneurs et les gueux, et la campagne polonaise se résume sous forme de gibet. Voilà l'histoire de Potence, le seigneur qui mettait sur Potence ses sujets. Donc c'est comme ça c'est plus actif que ce qu'on a appris dans les écoles communistes à l'époque de la Pologne populaire. Donc le thème de lutte de classe qui arrive, et le deuxième, c'est bien sûr l'antisémitisme, la haine de la nation polonaise qui est toute antisémite, venue directement des historiens importés qui ont tout appris dans les universités occidentales. Juste une petite citation que j'ai sortie d'un livre très très bien critiqué, vu comme sérieux, puisqu'évidemment il n'est pas que mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais l'approche, il s'appelle Grabowski pour mon collègue historien, difficile d'être objectif quand le sujet que l'on étudie fait mal. Voilà. Donc le wokisme très cultivé, très fin, très de salon est présent sur le sujet lutte de classe et lutte de race. Bon, si la Pologne nous lâche, alors là, ça devient vraiment... La consigne donnée là, par cet historien, c'est très précisément l'inverse de ce que nous apprenons à nos étudiants. C'est-à-dire que l'objectivité doit être absolue, que l'on sympathise ou que l'on soit en antipathie avec le sujet. Donc c'est très exactement l'inverse de ce qu'est une démarche intellectuelle honnête. Oui, alors on échangera... Tout dépend de l'institution. Alors, je voulais rebondir, en effet, c'est très intéressant. Moi, quand je parlais de la résistance de l'Europe de l'Est, mon propos est forcément comparatif. C'est une question de gradation. Et la question, à mon sens, fondamentale que ce que vous nous dites pose, c'est dans l'évolution idéologique et culturelle de l'Occident, est-ce qu'on est face à un train qui a un seul moteur, qui est à l'avant du train, et c'est, pour faire simple, les États-Unis version woke, et à ce moment-là, toutes les autres nations sont des wagons qui sont embrayés derrière. On mettrait peut-être le Canada en 2e place, le Royaume-Uni en 3e. Je sais que Allemagne et Pays-Bas, c'est compliqué aussi, Australie. Et après, on mettrait les pays latins catholiques et à la fin, l'Europe de l'Est. Et après, éventuellement, ça c'est la version longue, on mettrait tous les autres pays et continents du monde, mais un peu plus loin derrière. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il y a quelque chose en effet d'un peu... linéaire ou déprimant, qui est qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre dans la durée, il y a un sens de l'histoire et tout va dans cette direction-là. C'est une possibilité et je suis d'accord que les signes un peu latents en Pologne et même dans une moindre mesure en Hongrie,
des pays qu'on imaginait pour le coup intégralement insensibles à ces questions-là, pousseraient dans cette direction-là. Ou alors, il existerait une autre voie, un autre idéal capable d'être force de gravité et capable d'attirer d'autres pays vers lui-même. Je note qu'aujourd'hui, en tout cas en France, jadis quand les élites françaises avaient une idée et qu'ils étaient les seuls à la voir, et je disais que c'est la preuve qu'elle était géniale, aujourd'hui ils attendent que tout le monde l'ait avant de se dire qu'ils avaient peut-être raison de la voir aussi. Donc en tout cas on n'a pas le même sentiment de guider le monde par nos idées et d'être le premier domino ou le wagon à l'avant du train. On est plutôt à la remorque idéologiquement et culturellement du reste. Une dernière question, vraiment, je suis désolé. Richard Amalvi, je suis le directeur académique d'HEIP, l'École des hautes études internationales politiques, qui est partenaire. Je suis à 99% d'accord avec vous. 0,9. Non, on va voir. Je crois qu'il manque un élément que vous allez certainement juger sentimental et peut-être proche de ce que Edouard Saïd écrit et que vous détestez. Avez-vous été à Gaza ? Non. Qui a été à Gaza dans cette salle ? Levez la main. Avez-vous été à Gaza ? Avant ? Une fois dans votre vie, avez-vous été à Gaza ? Vous avez passé dans les corridors ? Oui, non, mais c'est très important. Vous êtes passé par les corridors ? Par l'avion ? Toi ? Voilà. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qu'il faut quand même entendre et qui, je pense, compléterait totalement le raisonnement, c'est le sentiment d'humiliation. Je pense que ce raisonnement que vous tenez serait total et complet si vous intégriez le sentiment d'humiliation qui, bien évidemment, nourrit le sentiment woke. Et les woke se nourrissent du sentiment d'humiliation. Je suis pas Aller certain, à Gaza, oui. non, sincèrement. Je ne suis pas certain que le wokisme prospère à Gaza. Non, mais je veux vous parler. Ne faites pas une plaisanterie. Non, c'est pas du tout une plaisanterie. Ne tentez pas une plaisanterie parce que vous auriez encore plus tort. Et le sentiment d'humiliation, vous pourrez me huer demain matin si vous le voulez, puisque je parlerai d'Europe demain matin, selon André Malraux. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, monsieur Amalvi. Voilà. Je vous demande de réfléchir là-dessus, oui, au sentiment d'humiliation, et je vois bien que si vous n'y réfléchissez pas avec modération, alors vous ne pourrez pas comprendre ce que c'est. Alors, merci de votre question. Mais on Et pourrait... je voudrais que c'est une question qui s'adresse, si vous voulez bien, au panel. Donc je voudrais au panel, d'ailleurs, pardon, Non, mais à la table ronde. Est-ce que vous pourriez répondre? Parce Non, que mais je crois que c'est pas du tout le. ce ne sera pas on n'a pas véritablement du tout une exclu réponse. cette question. Mais on pourrait aussi penser au sentiment d'humiliation d'un peuple qui a subi le plus grand génocide de l'histoire, à mon sens, qui est la Shoah, et qui aujourd'hui se retrouve au banc du monde occidental, gangréné justement par le wokisme et par l'obscurantisme, puisque l'on sait bien que l'un des déterminants aujourd'hui de l'antisionisme, je ne parle même pas de l'antisémitisme, c'est précisément l'ignorance de cette histoire très complexe de la Palestine et des relations israélo-arabes. Donc, si vous voulez, je comprends évidemment le sentiment d'humiliation, il a nourri évidemment l'anticolonialisme, il a nourri la haine des pays colonisateurs, mais je pense qu'il faut aussi penser à tous ces peuples humiliés, et notamment au peuple israélien, et donc ne pas faire, si vous voulez, ne pas avoir l'air de faire cette assimilation entre les motivations du wokisme, qui sont tout autre chose, qui remontent à une histoire très différente, etc., et ce qui s'est passé pour Gaza. Voilà, je pense que aujourd'hui, à l'instant T, là, vous avez pour le peuple d'Israël, pour les Israéliens, le sentiment d'humiliation doit être quelque chose de très très fort. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Ben écoutez, sur ce refus de ce qu'on appelle la concurrence victimaire, et encore une fois, personne n'a voulu exclure à aucun moment dans cette table ronde la question de Gaza, qui n'était pas vraiment le sujet,
par rapport au wokisme. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci au panel. Je crois que c'était très nourri, très instructif, en tout cas pour moi. Et merci à la nombreuse assemblée et aux organisateurs.